Et aujourd'hui, c'est Michael qui vient nous présenter un sujet d'importance. De quoi vas-tu nous parler, Michael? Je vais vous parler de Process Communication Model, autrement appelé aussi PCM, euh, euh, anciennement appelé ProcessCom. Alors bon, Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. il y a tout un historique, ça a déjà quelques dizaines d'années, donc pour certains d'entre vous, ce ne sera pas forcément une découverte. Pour la petite histoire, ça a été racheté par une entreprise française, les droits mondiaux. Donc, on va vous expliquer un petit peu tout ça, d'où ça vient et puis surtout à quoi ça sert. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Bah, si, voilà. Euh, alors, Nickel, t'es pas en grand écran. je ne suis Faut pas en que tu grand mettes écran. Qu'est-ce faut que que je tu dois mettes faire en pour plein ça? écran. Mieux? Voilà. Voilà. Oui, très bien. Voilà. Alors, un test de plus, bon, il y en a déjà pas mal. Il y a le MBTI que certainement beaucoup d'entre nous connaissent, le DISC et encore bien d'autres pour connaître son mode de leadership, etc. Donc, voilà, pourquoi encore un test de plus? Qu'est-ce qu'il a de particulier? En quoi il est intéressant? Alors, bah, comme un peu tous les tests, il sert à mieux se connaître et mieux comprendre les autres. Là où il est intéressant, celui-là, il nous permet de réaliser que nos besoins psychologiques et nos réactions diffèrent les uns des autres. À partir de là, une fois qu'on comprend un petit peu ces différences, ça permet d'améliorer la communication interpersonnelle et à partir de là, la communication dans les équipes. Et puis, au-delà de ça, ça nous permet d'anticiper, de prévenir, d'éviter et le cas échéant, de mieux résoudre les conflits en comprenant mieux quels sont les besoins de chacun, les manifestations de stress aussi de chacun. Voilà, on va détailler tout ça. Alors, pourquoi je n'arrive pas à... Qu'est-ce qu'il faut pour dérouler les slides? J'ai un Une petit flèche vers le bas ou qui ne vers la marche pas droite. là, bizarrement. Un Alors, clic. un clic, pardon, c'est bon. Voilà, alors ça a été créé au départ dans les années 70 par un certain Taibi Keller, psychologue américain, qui, voilà, dont les théories, les bases viennent de l'analyse transactionnelle d'Eric Berne, notamment des concepts comme les scénarios de vie, les drivers, et puis aussi les positions de vie. On va aborder tout ça, mais forcément assez rapidement. Taïbi Keller a été couronné, enfin, ses travaux ont été couronnés par le prix Eric Berne en 1977. Et c'est notamment avec la NASA qu'il a élaboré et validé le modèle ProcessCom. Bah, la NASA l'a fait travailler sur justement ses besoins psychologiques, ses drivers, et dans l'idée de faire en sorte que les astronautes, dans leur fusée, leur capsule, soient à même de mieux communiquer plus facilement et puis de mieux comprendre leurs réactions en situation de stress et à prévenir les conflits. Les conflits sont toujours désagréables, mais on peut imaginer qu'ils le sont encore plus voilà, quand on est entassé dans une petite capsule. Et voilà, ces travaux ont donc sur plusieurs années permis d'améliorer la compréhension des uns des autres dans le monde de l'aérospatial. C'est un modèle enfin, le test Process Communication a été passé par plus de 1,5 million, plus d'1 500 000 personnes dans le monde à ce jour. Il est diffusé dans plus de 40 pays, utilisé dans certaines grandes entreprises. Donc, il y a également BMW qui l'utilise. Pour la petite histoire, Bill Clinton, Hillary Clinton aussi sont fans de ce modèle. Voilà, tout ça pour dire que il a une histoire, une légitimité
Et je vais maintenant vous en dire un petit peu plus sur la manière dont il fonctionne. Donc, à force d'observer les comportements à la loupe, Taibi Keller a identifié 6 types de personnalités principaux. Il y en avait 7 au départ. Il a simplifié le modèle à un moment donné pour arriver à 6. Comment il s'y est pris? Il a observé des milliers d'heures vidéo, parfois seconde par seconde, en revenant en arrière et en détectant les, voilà, les réactions, les expressions du visage, les termes employés, etc., pour faire cette typologie finalement de type de personnalité. Alors, on va les passer en revue rapidement. Ils se caractérisent d'abord chacun par un certain nombre de points forts. Le camembert que vous voyez indique la proportion dans la population de chacun de ces types de personnalités. On va voir après que c'est un petit peu plus compliqué que ça et que ce n'est pas aussi caricatural, évidemment. Voilà, donc voilà, l'analyseur, il est représenté, il est présent dans 25% de la population. Alors, il s'agit de la population occidentale. Il y a des petites variations sur les autres continents. Ces caractéristiques, logique, responsable, organisé. Typiquement, c'est celui qui va être très à l'aise avec les tableurs Excel, les bases de données, les choses très, très carrées, très structurées. Le persévérant, le type persévérant, il va être engagé, observateur consciencieux, 10% de la population à peu près. Le type promoteur, adaptable, persuasif, charmeur, 5% de la population seulement. On pourra éventuellement détecter une corrélation avec le profil de l'entrepreneur, à la fois statistiquement et par ses caractéristiques, puisque c'est quelqu'un qui va toujours rechercher de nouveaux challenges, voilà, de nouvelles opportunités, etc. On a ensuite le type énergiseur, spontané, créatif, ludique. Voilà, c'est parfois un peu le trublion de la bande. Ensuite, l'imagineur, qui est imaginatif, réfléchi, calme. Voilà, on en connaît tous aussi autour de nous, mais on va les trouver qu'à raison de 10% de la population. Et enfin, le type empathique, compatissant, sensible, chaleureux, 30% de la population, avec une surreprésentation de femmes, là où, par exemple, chez l'analyseur, on va trouver davantage d'hommes, également chez le promoteur. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail de ces chiffres, mais voilà, ça vous donne déjà une vue d'ensemble. Ce qui fait l'intérêt de ce modèle, c'est, bon, il est complexe, donc on va vraiment le survoler aujourd'hui en une demi-heure. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que là où le MBTI présente 16 types de personnalités, les INFJ, INFP, etc., on en a tous entendu parler, on peut peut-être passer le test. Là, on a plus de 3600 combinaisons de profils et c'est un modèle qui est dynamique dans le temps, à la fois dans le temps long et dans le temps court. Alors, on va expliquer ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le modèle n'est pas caricatural. On est tous une combinaison de ces 6 types de personnalités avec des proportions différentes. Ce qu'on va représenter sous la forme de cet immeuble que vous voyez à droite, où on va avoir donc pour une personne donnée la combinaison et donc les proportions de ces types de personnalités chez elle. On a une gradation en bas qui va de 0 à 100 et qui montre le niveau d'énergie disponible dans chacune de ces modalités pour la personne en question. Tout en bas, on va trouver son profil de base, c'est-à-dire celui qui est là présent, prédominant à la naissance. Et puis ensuite, se mettent en place dans les premières années de la vie les 5 autres niveaux. Et les individus vont ou pas, au cours de leur vie, éventuellement changer de phase et passer donc, gravir ces échelons un à un. On ne peut pas en sauter un. Et certaines personnes, 30% de la population, je crois, ne changent pas de phase, donc restent toute leur existence sur leur niveau de base. Certains individus, voilà, à travers des épreuves de vie, etc., vont parcourir ces différentes phases. Il n'y a pas de bien, de moins bien, il n'y a pas d'avantage à changer de phase ou au contraire
à rester sur sa base. Mais voilà, c'est un modèle qui est dynamique de ce point de vue-là. Et il est dynamique dans le temps court, c'est-à-dire que si on est bien, c'est-à-dire que nos besoins psychologiques sont globalement satisfaits, on va avoir la capacité à gravir ces étages au cours d'une même journée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tout à fait changer de modalité. On va, en l'occurrence, cette personne-là va être le plus à l'aise dans ces dimensions, on va dire, empathiques et persévérantes et travaillomane. Travaillomane étant l'ancien terme pour l'analyseur. Mais elle va également pouvoir trouver des satisfactions et des bénéfices dans le fait d'entreprendre des nouveaux projets, etc. Et éventuellement, même si là, en l'occurrence, la modalité rêveur est tout en haut et donc très étroite, pourra aussi, à des petits moments de la journée, être tout à fait à l'aise dans un moment de solitude, de contemplation, de rêverie, etc. Voilà, donc on a tous cette capacité à monter et descendre ces niveaux au cours d'une même journée, mais on va passer plus de temps là où notre niveau d'énergie est le meilleur, c'est-à-dire plutôt dans les étages du bas. À chacun de ces types de personnalités correspond un mode de perception différent. Les perceptions, c'est les manières par lesquelles nous expérimentons, interprétons les choses et par lesquelles nous réagissons à notre environnement, aux autres. Alors, chez l'analyseur, ça va être à travers les pensées factuelles, donc des informations, mais des informations plutôt structurées, plutôt rationnelles, objectives. Là où le type persévérant va plutôt percevoir son environnement et les autres à travers des informations lui aussi, mais plutôt sous forme d'opinion. Le type empathique, lui, va s'alimenter, se nourrir d'émotions, de sensations, là où l'imaginaire, lui, va être davantage dans son monde à lui, caractérisé par une forme d'inaction, mais de vie intérieure qui peut être extrêmement riche, mais il ne va pas forcément avoir besoin, il va d'ailleurs plutôt avoir besoin d'avoir un niveau d'activité relativement réduit. L'énergiseur, lui, va être dans la réaction par rapport à ses inputs extérieurs, pardon, et va être en mode assez binaire. Ça va être j'aime, j'aime pas, c'est top, c'est nul. Voilà, un petit peu la manière dont lui va appréhender le monde. Et enfin, le promoteur, ses perceptions vont être basées sur les actions, c'est-à-dire les opportunités qui vont être autant de façon de se mettre en mouvement et d'aller de l'avant, d'aller prendre de nouveaux challenges, de nouvelles opportunités. À ces différents types de personnalités correspondent aussi des environnements préférés. Donc, les uns ou les autres vont préférer parfois être seuls, c'est le cas du rêveur, ou alors seul ou en interaction avec une seule personne, ça va être le cas des types travaillomanes et persévérants. Le type empathique, lui, va être à l'aise dans le groupe, mais plutôt le même groupe, c'est-à-dire le groupe familial, le vieux groupe d'amis, son entreprise, là où promoteurs et rebelles vont adorer passer d'un groupe à l'autre, avoir différents groupes d'amis, connaître des nouvelles personnes, voilà, être en permanence dans la rencontre. Les axes de cette matrice. Donc, à gauche, vous avez l'engagement dans la relation, là où à droite, on est plutôt en retrait. Et sur l'axe vertical, en haut, nous allons avoir les déclencheurs internes, donc les émotions de l'empathique, les pensées, les opinions, les travaillomanes, les persévérants, là où en bas, on va avoir des déclencheurs externes qui sont les opportunités, les réactions voilà, aux autres et aux événements. Et pour le rêveur, pour le mettre en action, lui va avoir besoin d'être d'être un peu dirigé, d'avoir voilà, des instructions précises, etc., qui vont le mettre en mouvement. À chacun de ces types de personnalités correspondent aussi des besoins psychologiques, reconnaissance pour le travail productif et structuration du temps pour l'analyseur, reconnaissance pour le travail, mais engagé, dévoué
reconnaissance pour ses convictions chez le type persévérant, reconnaissance pour la personne et besoin sensoriel pour le type empathique. L'imaginaire, lui, va avoir besoin de calme, de solitude, là où l'énergiseur va avoir besoin de contact pour y réagir et le promoteur va avoir besoin d'excitation, donc il va falloir de la nouveauté, des inputs, des challenges pour toujours ne pas s'ennuyer. C'est des besoins qui sont vraiment fondamentaux pour être satisfait, à la fois pour être heureux et productif dans sa vie de tous les jours. Ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'on va voir qu'à ces besoins psychologiques, qui sont donc assez distincts et précis pour chacun des types, vont correspondre des drivers de stress. C'est-à-dire que, et ça c'est vraiment fondamental dans ce modèle PCM, c'est comme le revers d'une médaille. Si les besoins psychologiques sont satisfaits, tout va bien. On va pouvoir chacun monter les étages de notre immeuble personnel qu'on a vu tout à l'heure et on va s'épanouir aux différents niveaux, à différents degrés. Lorsque nos besoins psychologiques fondamentaux de notre type psychologique principal ne va pas être satisfait, on va à ce moment-là les manifester en négatif à travers des comportements de stress qui vont se développer ou pas. Alors, on a un premier niveau de stress qui est lié à la mécommunication et qu'on appelle la porte d'entrée du stress. Alors, l'analyseur, s'il n'est pas reconnu pour ses compétences, son travail, etc., il va commencer à surdétailler, à être un peu pinailleur, procédurier, précis, trop précis, etc. Le type persévérant, lui, s'il n'est pas reconnu sur ses valeurs, sur son engagement, etc., il va commencer à voir uniquement le négatif, ce qui ne va pas dans le travail des autres, par exemple, dans les situations. La personne empathique, si ses besoins de reconnaissance en tant que personne et ses besoins sensoriels ne sont pas reconnus, va avoir tendance à en faire trop et à se suradapter. Le type imagineur, lui, va se défausser sur les autres, les événements qui vont être responsables de son sort, de son inconfort, etc. Quant à l'énergiseur, lui qui a besoin de stimulation extérieure, il va montrer qu'il rame, que c'est compliqué pour lui, que c'est difficile. Là où le promoteur, quand il va manquer de stimulation du type action, opportunité, etc., il va avoir tendance à laisser les autres sur le bord de la route et attendre qu'ils se débrouillent tout seuls. Ça, c'est les premiers niveaux de stress. Alors, ce que Eric Berne appelait aussi les drivers de stress, ils se manifestent des dizaines, des centaines de fois par jour. C'est ce que Taïbi Keller a observé quasiment au microscope pendant des années. Et voilà, c'est pas grave. C'est simplement, ce sont des petites manifestations qui peuvent tout à fait se dissiper si tout va bien, qui peuvent en revanche amener un deuxième niveau de stress voilà, si les besoins psychologiques ne sont toujours pas satisfaits et si ces manifestations de stress sont ignorées. On a ensuite le sous-sol du stress, c'est-à-dire que le stress s'est installé et là où l'analyseur a tendance à surdétailler les choses, il va passer en mode contrôle excessif, surcontrôle. Le type persévérant, on ne l'a pas reconnu sur ses valeurs, et il a commencé par focaliser un petit peu sur ce qui ne va pas, il va partir en croisade pour défendre ses convictions, ses valeurs. Le type empathique, lui, va commencer à faire des erreurs à force de se suradapter. Le type imagineur, lui, il va s'isoler, il va se retirer dans la passivité, il va quasiment disparaître. Le type énergiseur, à un moment donné, à force de faire des efforts, il va commencer à critiquer les autres, à considérer que tout est de leur faute, qu'ils sont nuls, etc. Et enfin, le type promoteur, il n'y a pas assez d'action, ça ne bouge pas, les autres ne sont pas à la hauteur, il va finir par mettre le bazar, créer le chaos, voire commencer à manipuler.
on a des positions de vie qui correspondent aussi à ces niveaux de stress. Donc là, on a voilà, ma vision de moi qui est en horizontal et ma vision de l'autre. Et c'est plus, moins, OK, pas OK. En haut à droite, tout va bien. Les besoins psychologiques sont remplis. On est dans un esprit positif de coopération, réciprocité, échange. C'est constructif, tout va bien. À partir du moment où on commence à rentrer en situation de stress parce que nos besoins psychologiques ne sont pas satisfaits, on va avoir tendance à être soit dans un je suis OK, tu n'es pas OK, ou pour certains, ou pour d'autres, dans le je ne suis pas OK alors que toi tu es OK. Voilà, en fonction des profils, on va être plutôt dans des approches d'ego ou alors, à contrario, dans des scénarios de soumission, de manque d'estime de soi, de complexe d'infériorité, etc. Enfin, si voilà, cette spirale de stress s'aggrave et se confirme, le risque, c'est d'arriver ce que Taïbi Keller appelle le niveau qui est celui de la cave. Donc, on est encore à un troisième niveau de stress qui là, peut être grave. Et là, on est à un niveau moins. Donc là, tout le monde est nul. Je suis nul, tu es nul. De toute façon, c'est foutu et on est dans la résignation, dans le désengagement. Et on peut tout à fait avoir enfin, on l'a certainement vécu les uns les autres, dans des relations à deux, dans des relations même d'équipe, où à un moment donné, tout devient négatif. Et voilà, là, il est temps de redresser la barre parce que c'est effectivement très, très négatif et délétère d'arriver dans ces situations-là. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on utilise ProcessCom? Alors, premièrement, on essaie d'identifier notre type de personnalité principale à tout un chacun en fonction des caractéristiques qui lui sont attribuées, que ce soit les points forts, que ce soit les besoins psychologiques, ce qui nous permet de mieux nous comprendre et notamment de mieux faire en sorte que nos besoins psychologiques soient, dans la mesure du possible, satisfaits le plus possible. On va également mieux comprendre nos niveaux de stress, nos premières manifestations. On va tâcher, nos interlocuteurs, surtout quand voilà, on a des relations un peu problématiques, on va essayer de mieux comprendre en quoi ils sont différents de nous et quels peuvent être leurs types de personnalité. Et de là, voir également quels sont leurs besoins psychologiques et ces manifestations qui de temps en temps nous énervent, ces comportements qui ne sont pas les nôtres, essayer de mieux les comprendre parce qu'ils sont tout simplement associés à leur type de personnalité. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est le revers de la médaille de besoins psychologiques qui, à un moment donné, sont mal satisfaits. On va repérer nos manifestations de stress à nous mêmes et essayer de nourrir les besoins psychologiques respectifs des uns et des autres. Et enfin, si on en ressent l'intérêt, le besoin dans le cadre voilà, d'une équipe, d'un comité de direction, voilà, d'une équipe professionnelle, mais ça peut être également dans un couple, on peut voilà, envisager de passer ce test PCM, de faire passer à l'équipe et à partir de là, de travailler sur une meilleure compréhension des uns des autres et le potentiel d'amélioration de la communication. Voilà, merci pour votre attention. Et puis, je peux imaginer que vous aurez quelques questions sur ce modèle. Donc, je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur YouTube, le chat de YouTube que nous monitorons en direct, et puis que vous pouvez intervenir également pour ceux qui sont en direct en levant la main. Il y a une petite option ou simplement en signalant votre envie de participer dans le chat. Première question pour toi, Michael. Cet outil, est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à un entrepreneur
dans sa manière de mieux connaître et mieux comprendre ses collaborateurs. Est-ce que ça vaut le coup de former un grand nombre de gens dans l'équipe à comprendre finalement comment fonctionne l'autre? Comment est-ce que, en tant qu'entrepreneur, on aborde ça? Bah, comme on le disait, c'est un moyen de mieux se connaître. Donc, faire le test pour soi-même, c'est intéressant. On comprend des choses. Ça donne un éclairage sur nos comportements, voilà, qu'on n'avait peut-être pas auparavant. Moi, je l'ai passé il y a plusieurs années. Je trouve ça intéressant. Donc, le test donne lieu à un rapport d'une vingtaine de pages qui à la fois décrit le modèle, mais qui nous éclaire sur nos besoins psychologiques et nos canaux de communication, et nos drivers de stress, et nos comportements sous stress, etc. Voilà. Ensuite, moi, je l'ai fait enfin, dans mes activités de coaching, j'ai fait sur un couple qui avait des difficultés à fonctionner à partir d'un moment. Ça a été très intéressant pour eux aussi voilà, de comprendre pourquoi il y avait mécommunication par moment, pourquoi ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde, etc. J'ai pu le faire également passer à un codir dans lequel il y avait des tensions, les réunions se passaient mal, avec souvent un peu les mêmes scénarios qui se rejouaient. Donc là, ça permet de mettre un peu de jeu dans tout ça. Donc finalement, là où on ne comprend pas les comportements des autres, on peut finir par en rigoler un petit peu, rigoler de soi-même, rigoler des autres. Donc ça ajoute un petit peu de légèreté dans la relation. Et ça permet de mettre de l'huile dans les rouages et de mieux faire fonctionner l'équipe. Et puis, j'ai eu également l'occasion de le faire passer post-fusion, deux startups qui avaient fusionné. Et voilà, ça a été une animation dans le cadre d'un séminaire post-fusion. Et là, ça a permis aussi voilà, de mieux se connaître, de mieux connaître les managers, les fondateurs voilà, de l'autre équipe, qui allait être amené aussi à diriger l'ensemble. Donc voilà, c'est plein de riche, c'est riche à plein d'égards et dans pas mal de situations différentes. Et donc, continue la question, tu descends jusqu'où dans ce genre d'organisation? Donc, on le voit dans le CODIR, c'est très, très important parce que c'est là finalement qu'il va y avoir un échange. Est-ce que tu constates qu'en fait, ensuite, les gens ont envie de le faire au sein de toutes les équipes ou de façon plus généralisée? Comment ça se diffuse ensuite dans l'entreprise? On peut tout à fait, si c'est une équipe, voilà, quelques personnes, on sent que c'est tendu, que c'est pas aussi fluide, aussi performant que ça pourrait l'être. En même temps, on n'a pas non plus forcément détecté un responsable, ou alors si peut-être quelqu'un voilà, qui va avoir un caractère un peu compliqué, mais qui par ailleurs a très grande qualité professionnelle, donc on n'a pas envie non plus de l'écarter. Donc, ça peut valoir la peine, dans ces cas-là, de faire passer à tout le monde le test. Et puis, voilà, dans le cadre d'une petite demi-journée, voilà, de 3 heures, de débrief collectif, de mieux se comprendre. Et ça peut réellement permettre de passer un cap en termes de compréhension, de communication et de fonctionnement. Là, j'ai l'occasion, par exemple, de l'utiliser. Je le pratique également dans le cadre des résolutions de conflits. Là, je suis sur une médiation entre associés, où je constate qu'en fait, il n'y a pas fondamentalement de désaccord technique, stratégique, etc., mais qu'on est plutôt sur une mécommunication de gens qui ont des fonctionnements différents, tout simplement, ce qui nous ramène au modèle PCM. Et je vais sans doute leur proposer à l'issue de la médiation, parce que voilà, il n'y a pas vraiment de sujet de fond, mais c'est plus des sujets de forme, peut-être. Mais bon, ce n'est pas encore décidé, ça n'a pas encore été discuté avec eux, mais peut-être que ça peut être une solution pour voilà, redonner une bonne dynamique d'équipe entre associés. En tout cas, tu lui donnes un côté ludique quand tu le racontes, qui est finalement un peu intéressant par rapport à tous ces modèles très descriptifs dans lesquels finalement on te met dans une case, on te dit ben, toi tu es comme ça et donc du coup c'est normal, tu réagis comme ça. Là il y a à la fois la notion d'évolution dans la journée, il y a la notion de on est un petit peu un mélange de tout, et puis c'est ludique. J'ai du mal à saisir le côté ludique. Alors, le côté ludique, ben, il est lié au côté un peu caricatural qui peut à un moment donné comment dire, émaner du modèle. C'est-à-dire quand on décrit
les comportements à un niveau de stress voilà, de deuxième niveau. Quand on voit, on voit tous, hein, la personne qui commence à pinailler, à surdétailler, quand on voit la personne qui voilà, en a marre, envie de laisser les autres sur le bord de la route, commence à mettre du chaos parce que voilà, sinon on s'ennuie, il ne se passe pas assez de choses. Quand on voit des personnes complètement se retirer, devenir quasiment transparentes, inexistantes, c'est en soi pas drôle, mais c'est vrai que ça peut être tellement caricatural que ça en devient amusant. Et voilà, l'administrer dans le cadre d'un groupe, d'une équipe, permet à un moment donné de rigoler un petit peu de ces travers, de ces comportements excessifs, et aussi bien de ceux des autres que de nos comportements à nous-mêmes, et donc finalement de relativiser tout ça.